J'ai su depuis toute petite que ma famille n'avait pas d'argent. Tomber malade coûtait de l'argent. Alors on ne me permettait même pas d'être malade. Quand j'avais 4 ans, j'ai eu une très forte fièvre. Ma mère m'a attrapée et m'a enfermée dans une pièce froide. Quand elle m'a ressortie, j'étais encore consciente. Je clignais des yeux en la regardant. Mon visage était gelé. Mes larmes avaient complètement séché sur ma peau. Ma mère m'a regardée avec irritation. Elle a dit que je faisais semblant pour ne pas aller à l'école. Tu vois? Tu n'es même pas morte. Après ce jour-là, j'ai gardé tous mes malaises pour moi. Je pensais que ma mère avait raison. Je devais sûrement faire semblant. Sinon, pourquoi toutes ces douleurs disparaissaient-elles sans médicaments ni injections? La vie a continué comme ça. Jusqu'au jour où l'école a organisé un examen médical au lycée. Je suis rentrée en courant à la maison, tenant mon diagnostic dans la main. J'étais excitée. Maman, j'ai un cancer. Cette fois, avec la preuve d'un médecin, elle ne penserait pas que je mentais. Maman, je ne mens pas cette fois. Je courais en tenant le diagnostic. Mes émotions étaient un mélange d'excitation et d'angoisse. Le médecin m'avait dit qu'il me restait au maximum 3 mois. Je ne voulais pas mourir, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'espérer que, pendant ces 3 mois, maman et papa allaient enfin s'occuper de moi. Chaque fois que mon frère Ethan tombait malade, toute la famille se rassemblait autour de lui. Je n'étais pas gourmande. Je me contenterais que quelqu'un m'emmène à l'hôpital. J'ai poussé la porte. J'ai levé la feuille blanche bien haut, de peur qu'il ne la voie pas. Maman, papa, j'ai un cancer. La pièce est restée silencieuse pendant 2 secondes, puis des pas pressés se sont approchés, avec le parfum de lavande de ma mère. J'ai baissé le papier. J'ai ouvert les bras, prête à recevoir son étreinte. Elle m'a arraché le diagnostic des mains, et elle l'a déchiré en morceaux. Avant même que je comprenne ce qui se passait, une douleur profonde s'est répandue dans ma poitrine. Je n'ai pas reçu son étreinte. J'ai reçu son mépris. Elle m'a dit que mon frère dormait. Est-ce que je ne le savais pas? Et en plus, j'inventais un mensonge aussi ridicule. Mon père a posé son journal et s'est approché. Il a dit que j'étais déjà assez grande pour être raisonnable, que tout le monde savait que j'étais en parfaite santé. Je n'avais jamais eu ne serait-ce qu'un rhume. Si je voulais mentir, je devais au moins le rendre crédible. Alors j'ai couvert mon visage. J'ai pointé le diagnostic déchiré dans la poubelle. Je voulais dire que le médecin avait dit. Mais il s'était déjà retourné. Il parlait du repas de mon frère. Ethan avait encore perdu du poids. Le programme alimentaire à 700 $ par mois n'était clairement pas suffisant. Mon père avait l'air inquiet lui aussi. Mais le niveau supérieur coûtait 1500 $, il disant qu'il ne pouvait pas se le permettre. Puis ma mère s'est soudain tournée vers moi. Elle a dit que l'hôpital recrutait des volontaires pour tester un nouveau médicament. Ils cherchaient des personnes en bonne santé. Ils payaient 50 $ par personne. Elle a dit qu'elle voulait y aller elle-même, mais qu'ils étaient trop occupés tous les deux avec le travail. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Une petite lueur d'espoir s'est allumée en moi. Si on devait vérifier ma santé, alors ils découvriraient enfin que je ne mentais pas. J'ai dit que je pouvais être volontaire. Mon père a immédiatement répondu. Il a dit que j'étais vraiment attentionnée envers mon frère, que je savais qu'Ethan avait toujours été fragile, que, comme grande sœur, je devais être compréhensive. Ma mère a laissé échapper un petit rire froid. Elle a dit que j'essayais sûrement de me rattraper après avoir menti, mais qu'elle allait me donner cette chance. Elle a sorti un comprimé rouge et rond de sa poche. Elle m'a fait signe de l'avaler. Elle a dit que, heureusement, elle travaillait à l'hôpital et que ça nous évitait toute cette paperasse inutile. Je ne l'ai pas pris. Je l'ai regardé de près. J'ai demandé si je ne devais pas faire un examen d'abord. Ma mère a froncé les sourcils. Quel examen? Elle a dit que je pensais toujours à dépenser de l'argent, que si moi je n'étais pas en bonne santé, alors personne ne l'était. Mon père a regardé mon frère. Ethan toussait légèrement. Sans dire un mot de plus, il a pris le comprimé dans la main de ma mère. Il a attrapé le verre d'eau sur la table. Il a ignoré ma résistance. Et il m'a forcé à avaler. Il a dit qu'il ne fallait pas perdre de temps avec une enfant, que mon frère venait de tousser, et que je devais aller voir s'il n'allait pas tomber malade. Je me suis étouffée. Je ne pouvais plus parler. Ma mère m'a traînée jusqu'à ma chambre. Elle a fermé la porte à clé. Elle a dit qu'elle avait déjà désinfecté ma chambre, que je devais juste rester là. La période d'observation durerait 3 jours. Après ça, j'irai avec elle à l'hôpital. Elle a ajouté que si je me comportais bien, elle m'achèterait quelque chose à manger. Ma tête me faisait mal. Très mal. Je voulais dire à ma mère que je ne me sentais pas bien, mais aucun mot ne sortait. J'ai frappé à la porte. J'ai essayé de parler à travers mes dents serrées. Maman, papa, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais soudain, un grand bruit a retenti. Quelqu'un venait de donner un coup dans la porte. Mon père avait perdu patience. Il a crié que, depuis ma naissance, j'avais épuisé toute l'énergie de ma mère, que c'était pour ça que mon frère était si faible aujourd'hui. Il a dit que j'osais encore me plaindre, que je ne comprenais même pas ce que j'avais fait de mal. Ma mère a soudain appelé mon père. Sa voix était tendue.
Elle a dit que la température d'Ethan était montée à 37,5, qu'un peu plus et il aurait de la fièvre, qu'il fallait l'emmener à l'hôpital tout de suite. Mon père a complètement ignoré mes appels étouffés derrière la porte. J'ai entendu des clés, puis la porte d'entrée s'est refermée violemment, je me suis touché le visage. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Maman, papa, ça fait mal. Peu à peu, j'ai perdu connaissance. La douleur aiguë a disparu petit à petit. Quand j'ai ouvert les yeux, je flottais dans les airs. J'ai traversé la porte sans difficulté. C'était étrange. Mais j'étais contente. Maman et papa m'avaient enfin laissé sortir. Je me suis assise correctement à table. Je me suis dit que je m'excuserais plus tard, et que je leur expliquerais tout. Je ne sais pas combien de temps est passé. Quand ils sont revenus, ils tenaient un grand gâteau à la crème. L'odeur était incroyable. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avaler ma salive. D'habitude, je n'avais droit qu'à une petite part lors de l'anniversaire de mon frère. Je ne pensais pas recevoir un gâteau entier, juste parce que j'avais un cancer. Ma mère regardait la porte avec impatience. Elle a appelé mon nom. Elle a dit de venir manger le gâteau. Elle a ajouté que j'avais de la chance que mon frère ne soit pas tombé malade à cause de la peur que je lui avais faite. Sinon, j'aurais été punie. Maman, papa, je suis là, je suis juste devant vous, assise à table. Je me suis levée, je me suis approchée d'eux pour les serrer dans mes bras, mais je les ai traversés. Ils continuaient à fixer la porte de ma chambre. Après quelques secondes, ma mère a frappé violemment contre la porte. Elle a demandé si je les ignorais maintenant. Elle a dit que mon frère avait fini à l'hôpital à cause de moi, et qu'elle ne m'avait même pas blâmée. Alors comment j'osais faire un caprice? Je ne comprenais pas. Je passais devant eux, encore et encore. Je criais tout près de leurs oreilles. Je disais que j'étais là, que je ne faisais pas de caprice. Mais personne ne répondait. Mon père a pris ma part de gâteau, et il l'a jeté directement à la poubelle. Il a dit que c'était le résultat de trop me laisser faire, qu'il fallait me donner une leçon. 3 jours sans manger ne me tueraient pas. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai traversé la porte de ma chambre. Il y avait un corps recroquevillé près de la porte. Les marques de mes ongles étaient encore visibles sur le bois. C'était... moi. C'était laid. Pas étonnant que mes parents ne m'aient jamais aimée. J'étais déjà morte. Je ne savais pas quoi ressentir. Est-ce que j'étais triste? Pas vraiment. C'était plutôt du regret. Le regret que les 3 mois que j'avais espérés n'aient même pas duré une seule journée. Mais ce n'était pas grave. Au moins maintenant, je pouvais rester à côté de maman et papa, sans inquiétude. Ma mère a remarqué le papier taché de crème. Elle a froncé les sourcils. Elle l'a ramassé du bout des doigts. Elle a dit que ce diagnostic semblait réel. Mon père a jeté un coup d'œil. Puis il a ricané. Il a dit qu'elle était infirmière, qu'elle aurait dû s'en rendre compte. Il a ajouté que, maintenant, l'intelligence artificielle pouvait fabriquer des documents très réalistes, que ça n'avait rien d'étonnant. Il a dit que si elle ne le croyait pas, il allait me demander. Il s'est dirigé vers la porte de ma chambre. Il a donné plusieurs coups de dent. Il a demandé si c'était moi qui avais falsifié ça. Il a dit que si je disais la vérité, j'aurais à manger le lendemain. J'ai secoué la tête encore et encore. Papa, je ne l'ai pas falsifié. C'est un vrai diagnostic. Mais la seule réponse qu'il a reçue, c'était le rire moqueur de mon frère. Ethan a dit que je ne répondais pas. Donc ça voulait dire que j'avouais. Il a dit qu'il ne pensait pas que j'apprendrais à mentir si jeune. Il a ajouté que je devrais être au moins à moitié aussi sage que lui. Je n'avais pas peur de parler. Je ne pouvais pas. Je suis retournée dans la chambre. Je me suis agenouillée près de mon corps. Je l'ai serré contre moi. Il était froid, très froid. Peut-être parce que je n'avais jamais ignoré mes parents avant. Après avoir vérifié mon frère, ils sont revenus devant ma porte. Ma mère a dit qu'ils devaient vérifier mon état physique. Elle a ajouté que je ne devais pas faire semblant d'être morte. Je ne faisais pas semblant. Est-ce que j'étais vraiment morte? Mon père a soupiré profondément. Il a dit que j'avais besoin d'une vraie punition. Je l'ai vu marcher vers le panier du chat dans le couloir. Une peur immense a commencé à monter en moi. Papa? Non. Mon père s'est approché du panier. Il a attrapé Whiskers. C'était le chat que j'avais élevé. Le seul à la maison qui m'écoutait vraiment. Il l'a porté jusqu'à ma porte. Il a dit que si je ne parlais pas, le chat paierait à ma place. Je me suis précipitée vers lui. J'ai essayé de l'attraper. Mais mes mains passaient à travers. Papa? Je parle. S'il te plaît, repose-le. Ma mère perdait patience. Elle a brusquement effrayé le chat. Son pelage s'est hérissé immédiatement. Il s'est mis à miauler de peur. Je suis restée figée. Je ne pouvais pas pleurer. Pas vraiment, mais tout en moi tremblait. J'ai crié aussi fort que je pouvais. Non. Mais c'était trop tard. Le chat s'est débattu violemment. Mon père l'a lâché. Il avait oublié que juste derrière la porte,
Il y avait le balcon. Mon esprit s'est vidé. Un bruit sourd. Tout s'est effondré en moi. Ma mère a essayé de réagir, mais c'était déjà fini. En voyant des gens se rassembler en bas, elle a claqué la langue. Elle a dit que quelqu'un allait poser des questions, qu'ils ne pouvaient pas laisser leur réputation être ruinée. Elle a dit qu'ils diraient que j'avais laissé tomber le chat par accident. Elle a ajouté qu'il fallait me faire sortir pour que je m'excuse. À peine avait-elle fini, mon père a repris ses esprits. Il a attrapé la poignée de ma porte. Il a dit que tout ça était de ma faute. Que si le chat était tombé, c'était parce que j'avais fait un caprice. Je regardais le corps du chat en bas. Je ne ressentais presque plus rien. Mais à ce moment-là, quelque chose est apparu à côté de moi, l'âme du chat. C'est seulement là que je ne me suis pas complètement effondrée. Sa présence était la même, douce, familière. Je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai ramené dans la chambre avec moi. Je me demandais si, cette fois, maman et papa allaient enfin me remarquer. Qu'est-ce qu'ils allaient faire quand ils comprendraient? Le téléphone de mon père a sonné. Une voix s'est fait entendre de l'autre côté. Ils avaient attrapé Dylan. Ils demandaient s'il voulait venir au commissariat pour porter plainte. En entendant ce nom, tout en moi s'est figé. Je me souvenais de lui. Cet homme dans la ruelle. Il m'avait demandé son chemin. Puis, quand j'avais baissé ma garde, il m'avait coincé. Il m'avait fait peur. Il m'avait agressé. Sa voix résonnait encore dans ma tête. Ses menaces. Quand j'étais rentrée ce jour-là, je m'étais lavé le visage encore et encore. Quand ma mère l'avait appris, elle était allée au commissariat le soir même. Depuis ce jour, elle venait me chercher à l'école, mais il ne l'avait jamais attrapée. Jusqu'à aujourd'hui, mes parents ont échangé un regard. Puis mon père a pris un ton sérieux. Il a dit que le père de cet homme était venu le voir, qu'il proposait 200 000 $ pour qu'ils abandonnent l'affaire. Ma mère a regardé la porte de ma chambre. Elle a dit que cet argent couvrirait les dépenses de mon frère pour toute une année. Elle a ajouté que ce qui m'était arrivé ne pouvait pas être changé de toute façon, et que tant que cet homme apprenait sa leçon, c'était suffisant. Puis elle a parlé de moi. Elle a dit que mon attitude récente était étrange, que je faisais des caprices, que moi aussi, j'avais besoin d'une leçon. Je suis montée avec eux dans la voiture, assise à l'arrière, avec mon chat dans les bras. L'homme de mes cauchemars était là, assis, les jambes croisées. Il regardait mes parents avec mépris, son père aussi, encore plus arrogant. Il a serré la main de mon père. Il a proposé de parler en privé. J'ai entendu mon père accepter l'argent, comme si c'était normal, comme si rien de tout ça ne comptait. C'était comme si quelque chose en moi se brisait encore. L'homme est sorti du commissariat en souriant. Je voulais me jeter sur lui, le frapper, lui faire payer. Mais c'était inutile. Mes parents m'avaient déjà vendu. Je ne pouvais plus rien faire. Sur le chemin du retour, mes parents sont restés silencieux. Je me demandais à quoi ils pensaient. Ma mère a fini par parler. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre qu'il devait accepter cet argent. Mon père a serré le volant plus fort. Il a dit qu'il savait qu'elle avait peur que je me mette en colère, mais qu'il n'avait qu'à ne rien me dire. Il a dit que j'avais toujours été en bonne santé, que c'était mon frère qui était fragile, et que ça lui brisait le cœur de le voir souffrir. Il a dit qu'il fallait voir ça comme la dernière chose que je faisais pour lui. Il a ajouté que, quand on rentrerait, il me laisserait sortir, et qu'il m'emmènerait quelque part pour me faire plaisir. Il a même dit que je n'aurais pas besoin de faire le test à l'hôpital. Je suis restée assise à l'arrière. Mon cœur était vide. Papa, laisse tomber. Je suis déjà morte. Je ne peux aller nulle part. Le téléphone de ma mère a sonné. C'était mon enseignante. Elle disait qu'ils avaient justifié mes absences, que je n'étais pas venue à l'école ces derniers jours. Elle a dit qu'elle comprenait que c'était une période difficile pour eux, mais qu'ils ne devaient pas montrer ça devant moi. Ma mère l'a interrompue. Elle a demandé de quoi elle parlait. Elle a dit que j'avais un cancer. Il y a eu un silence. Puis la voix de l'enseignante a changé. Elle a dit que ma mère ne savait pas que j'étais morte. La voiture s'est arrêtée brusquement. Le téléphone est tombé. Ma mère fixait le pare-brise, comme si elle voyait un fantôme. C'était ironique. Le fantôme, c'était moi. Ma mère a laissé tomber le téléphone. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son ne sortait. Mon père a freiné si fort que la voiture a secoué. Il a demandé ce que l'enseignante venait de dire. La voix de ma mère était presque inaudible. Elle a répété que j'étais morte. Je me suis penchée. J'ai ramassé le téléphone au sol. L'enseignante parlait encore. Sa voix tremblait. Elle a dit que l'ambulance était arrivée il y a 3 jours, que les voisins avaient appelé en entendant des coups répétés contre le mur. Quand les secours sont entrés, ils m'ont trouvée. Elle a dit que je ne réagissais plus depuis au moins 2 jours. Elle pensait que mes parents étaient au courant. Elle a ajouté qu'un agent avait parlé à mon père à l'hôpital. Mon père a arraché le téléphone et l'a jeté sur le siège. Il regardait ses mains, les mêmes mains
qui m'avaient forcé à avaler ce comprimé, les mêmes mains qui avaient tenu mon chat. Le silence dans la voiture était différent. Ce n'était pas comme avant, ce n'était pas le silence où il m'ignorait. C'était un silence qui se fissurait, comme si quelque chose à l'intérieur commençait à se briser. J'ai caressé mon chat dans mes bras. Son ronronnement était doux, impossible, mais réel pour moi. Je lui ai murmuré qu'il savait enfin. Ma mère est sortie de la voiture, elle s'est penchée sur le trottoir. Elle a vomi. Mon père n'a pas bougé. Ses mains étaient crispées sur le volant. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Juste une fatigue étrange. Une fatigue que je ne pensais pas pouvoir ressentir après être morte. Quand nous sommes arrivés à l'appartement, il y avait du ruban jaune devant la porte. 2 policiers parlaient à voix basse dans le couloir. L'un d'eux a reconnu mon père. Il s'est approché. Je connaissais cette expression. Celle de quelqu'un qui doit annoncer quelque chose de grave. Il a dit qu'ils essayaient de les contacter depuis plusieurs jours, qu'il y avait plusieurs choses à clarifier. Un autre agent a sorti un carnet. Il a dit que le médecin légiste avait besoin qu'ils identifient officiellement le corps, et qu'ils avaient aussi des questions. Les voisins avaient signalé que la fille appelait à l'aide, cette nuit-là. Mon père a ouvert la bouche. Je connaissais ce regard. Celui qu'il utilisait toujours pour tout expliquer, pour rendre les choses acceptables. Il a commencé à dire que j'avais tendance à exagérer. Papa, non. Mais l'agent l'a interrompu. Il a dit que ce serait à l'enquête de décider, et qu'il devait les accompagner. Ma mère était restée près de la voiture, ses bras serrés contre elle, comme si elle essayait de ne pas s'effondrer. Je l'ai regardée. C'était la première fois que je la voyais comme ça, sans certitude, sans contrôle. Elle avait toujours été sûre d'elle, sur moi, sur mon frère, sur tout. Maintenant, elle ne savait plus quoi faire. Je me suis approchée d'elle, par habitude, même si ça ne servait à rien. Mon chat s'est approché de ses pieds. Elle ne l'a pas vu. Elle a traversé son corps sans s'arrêter, et elle est entrée dans l'immeuble. L'hôpital n'avait pas changé. Ça sentait toujours le désinfectant, et quelque chose de sucré, comme pour cacher autre chose. Ma mère connaissait cet endroit. Elle y travaillait. Mais ce jour-là, elle marchait comme si c'était la première fois. On les a emmenés dans une petite salle. Une femme les attendait, cheveux attachés, expression neutre. Elle a posé un dossier sur la table. Elle a dit que l'examen avait révélé plusieurs choses. D'abord, la cause de la mort. Elle a dit que j'étais morte à cause d'une réaction à un composé expérimental, un produit non autorisé. Elle a marqué une pause, puis elle a continué. Elle a confirmé le diagnostic. Le cancer était réel. Il était déjà à un stade avancé au moment où il avait été détecté. Ma mère s'est accrochée à la table. La femme a continué. Elle a parlé de traces sur mon corps, des signes d'exposition au froid, des cicatrices anciennes. Sur les bras, sur le torse. Elle a dit que ça montrait des épisodes répétés de blessures, puis elle a levé les yeux. Elle a demandé si mes parents pouvaient expliquer ces marques. Mon père a ouvert la bouche. Puis il l'a refermée. Moi, je connaissais chacune de ces marques. Le froid quand j'avais 4 ans, la chute dans les escaliers, les coups, tout. Mais ce n'était pas ça qui comptait le plus à ce moment-là, c'était le dossier. La femme l'a fait glisser vers eux. C'était une copie du diagnostic, le même, celui que ma mère avait déchiré. Mais cette fois, il ne pouvait plus l'ignorer. Cette nuit-là, je suis restée sur le toit de l'immeuble, avec mon chat. Je ne ressentais pas le froid, mais le vent passait à travers moi, comme si mon corps se souvenait encore de ce que c'était d'exister. En bas, les lumières de l'appartement étaient allumées. Je pouvais voir à travers. Ma mère était assise dans la cuisine, une tasse devant elle. Elle ne bougeait pas. Mon frère dormait. Mon père était sur le balcon. Il fumait. Je ne l'avais jamais vu fumer avant. Je me demandais ce qu'il ressentait. Du regret ou juste de la peur? Je ne savais pas s'il y avait une différence. Mon chat s'est frotté contre moi. Je lui ai caressé la tête. Je lui ai dit que je ne savais pas ce qui allait se passer maintenant, mais qu'au moins, on était ensemble. Le téléphone de mon père a sonné. Il a regardé l'écran longtemps avant de répondre. Sa voix était basse. C'était un avocat. Je l'ai entendu marcher sur le balcon. Pendant longtemps, il disait qu'il n'y avait pas de preuves directes, que le produit était un problème, mais que ma mère travaillait à l'hôpital, qu'il y avait des façons d'expliquer. Il a parlé du diagnostic. Puis il a dit quelque chose, qu'ils ne savaient pas que c'était réel. Je suis restée immobile. Ils savaient. Ils avaient juste décidé que ça ne comptait pas. Le lendemain, quelqu'un est venu. Je ne m'y attendais pas. Elle s'appelait inspectrice Reyes. Elle est entrée sans attendre. Elle s'est assise. Elle a posé un dossier bleu sur la table. Elle a dit qu'elle était en charge de l'affaire et qu'elle avait des questions. L'inspectrice Reyes a ouvert le dossier bleu. Elle a sorti une photo. C'était le diagnostic. Puis elle en a posé une autre.
une liste de substances retrouvées dans mon corps. Elle a demandé si ma mère reconnaissait le produit. Ma mère a regardé trop longtemps. Puis elle a dit que c'était un médicament expérimental, qu'il était utilisé à l'hôpital, pour des adultes en bonne santé. L'inspectrice a répété un mot. Adulte. Et elle s'est arrêtée là. Le silence a fait le reste. Je me suis approchée. Je regardais le dossier. Je ne pouvais pas tout lire. Mais je voyais des photos, des dates, des noms, et sur une page, un nom que je connaissais. Dylan. Tout s'est serré en moi. Elle ne venait pas seulement pour moi. Je l'ai suivie toute la journée. Elle est allée à l'école. Elle a parlé avec mon enseignante, puis avec 2 élèves. Une d'elles, je la reconnaissais. Elle s'appelait Madison. Elle pleurait en parlant. Elle a dit que j'arrivais en classe sans manger, que parfois je m'endormais, qu'elle avait vu des marques sur mes poignets, mais qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle a dit qu'elle pensait que ce n'était pas grave. L'inspectrice a tout noté. Puis elle a posé une seule question. Est-ce qu'elle en avait parlé à un adulte? Madison a baissé les yeux. Elle a dit qu'elle en avait parlé au conseiller, mais qu'il avait dit que c'était sûrement une phase. L'inspectrice n'a rien répondu. Mais elle a écrit un autre nom, le conseiller. Ce soir-là, j'ai compris. Elle ne cherchait pas seulement comment j'étais morte. Elle reconstruisait tout, chaque détail, chaque personne, chaque moment où quelqu'un aurait pu faire quelque chose et ne l'a pas fait. 3 jours plus tard, l'inspectrice Reyes est revenue. Cette fois, elle n'était pas seule. Il était tôt le matin. Ma mère a ouvert la porte. Elle avait encore sa tasse à la main. Derrière l'inspectrice, il y avait d'autres personnes. Un homme en costume, une femme avec une boîte de documents, et des agents. Ils sont entrés sans attendre. Ils ont dit qu'ils avaient une autorisation. Ils devaient vérifier certains éléments. Mon père est descendu. Il s'est arrêté en les voyant. Il a demandé ce qu'il se passait. L'inspectrice a expliqué calmement. Le produit utilisé sur moi avait été retiré sans autorisation. Les accès montraient que ma mère l'avait pris. Ma mère a lâché sa tasse. Le café s'est renversé. Elle a essayé d'expliquer. Elle a dit que c'était pour un test, qu'elle allait le déclarer plus tard. L'inspectrice a rappelé une chose. Le test était pour des adultes. Moi, j'étais mineure et malade. L'homme en costume a parlé à son tour. Il a mentionné un transfert d'argent, 200 000 $, provenant du père de Dylan. Mon père a fermé les yeux. Ils ont fouillé l'appartement, pris des photos, noté des choses. Personne ne parlait vraiment. Mon frère s'est réveillé. Il est resté dans l'encadrement de la porte. Il ne comprenait pas. Ma mère lui a dit de retourner dans sa chambre. Il a obéi. Je l'ai regardé partir. Pour la première fois, je ne ressentais rien pour lui. Ni jalousie, ni colère. Juste du vide. Plus tard, l'inspectrice est sortie sur le balcon. Elle a passé un appel. Elle disait que les preuves étaient insuffisantes, que le dossier était prêt, que mes parents ne coopéreraient pas, mais que ce n'était pas nécessaire. Elle a parlé aussi de Dylan et de l'argent. Elle a dit que ça comptait, que tout était lié. Je suis restée là, à écouter, sans pouvoir changer quoi que ce soit. À 8 heures du matin, on a frappé à la porte, pas doucement. Un coup sec, clair. Mon père a ouvert. Il n'avait même pas fini de s'habiller. L'inspectrice Reyes était là, avec plusieurs agents, et un homme. Il a parlé calmement. Il a dit qu'ils étaient arrêtés, pour abandon aggravé, pour administration d'une substance non autorisée ayant entraîné la mort, et pour avoir accepté de l'argent afin d'étouffer une affaire. Ma mère n'a rien dit. Mon père a essayé, mais aucun mot ne sortait. Ils leur ont passé les menottes. Mon frère est sorti de sa chambre. Il regardait, sans comprendre. Ma mère est passée devant ma chambre. Elle a regardé la porte, juste une seconde. Mais cette fois, elle savait. Elle savait que j'avais été là, tout le temps, et qu'elle avait choisi de ne pas me voir. Le procès a duré plusieurs semaines. J'étais là, assise, avec mon chat et une autre fille. Je l'avais rencontrée sur le toit. Elle s'appelait Sophie. Elle aussi. Personne ne l'avait vue, pas à temps. L'inspectrice Reyes a parlé longtemps. Elle a expliqué tout. Le produit, les blessures. Les témoignages, l'argent, tout s'assemblait. Chaque détail, chaque décision. Chaque moment où quelqu'un aurait pu faire autrement. Dylan a été condamné. Son père aussi. L'argent a été confisqué. Rien n'est allé à ma famille. Le dernier jour, le procureur a parlé de moi. Il a dit que je n'étais pas morte par manque d'argent, mais parce qu'on avait décidé que je ne comptais pas. La salle était silencieuse. Mon père regardait la table, ma mère ses mains. Et moi, j'ai compris quelque chose. Je n'avais jamais été trop. Je n'avais jamais été un problème. J'étais juste une enfant qui voulait être vue. Mes parents ont été condamnés. Quand le juge a parlé, je n'ai rien ressenti. Ni joie, ni soulagement. Juste
quelque chose qui se posait, comme si tout était enfin terminé. Sophie a pris ma main. Mon chat s'est blotti contre moi. Nous sommes restés là, jusqu'à ce que la salle soit vide. Après ça, l'inspectrice est revenue une dernière fois, seule. Elle a posé une photo sur la table. Ma photo. Elle l'a regardée longtemps, puis elle a dit doucement que c'était fini. Je ne sais pas si elle parlait à elle-même ou à moi, mais je l'ai entendue. Et ça suffisait. Je ne sais pas ce qui vient après. Je ne sais pas combien de temps les gens comme moi restent ici, mais je sais une chose. Quand la douleur est ignorée, elle ne disparaît pas. Elle grandit, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais parfois, quelqu'un finit par regarder, par écouter, et par dire la vérité. Même si ça arrive trop tard. Et cette fois, je n'étais plus invisible.